Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus un surlendemain de victoire. L'OGC Nice s'est imposé à la maison sur le fil à la dernière minute face à l'Estac. Donc une victoire qui permet à l'OGC Nice de bien se replacer dans la course à l'Europe, et surtout d'oublier un peu ce derby qui a été décevant en milieu de semaine dernière et qui ne nous a pas permis forcément d'envisager le podium, mais rien n'est perdu. On a vu des choses intéressantes sur le terrain, on s'est bien repositionné au classement. Il reste 4 matchs abordables, donc on va essayer d'être optimiste, surtout que les prochaines échéances sont vraiment extrêmement importantes. Entre ce match à Bordeaux, où tout autre résultat que la victoire ne sera pas toléré, et la même chose après au Stade de France, le prochain match à la maison, entre guillemets, qu'on verra en tout cas depuis les tribunes, ça arrive déjà le 7 mai face à Nantes. Mais avant de parler de tout ça, il y a beaucoup de choses à évoquer sur ces deux rencontres, face à Monaco et face à Troyes. On a un concours aussi, on va en revenir tout de suite avec Romain qui est avec nous, et également un peu le mercato déjà qui anime les réseaux sociaux, et notamment autour du cas de Justin Kluivert. Donc je le disais, j'ai le plaisir d'avoir Romain avec moi. Romain, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, mieux que si on avait fait l'émission il y a 4 jours, je pense, du coup, après une victoire, et malgré le scénario, en tout cas c'est toujours plaisant. Donc je reviens vers toi tout de suite après pour le joli cadeau que tu vas faire à nos auditeurs, à nos auditrices, mais on va quand même accueillir Alric qui est avec nous également. Salut Alric, comment ça va ? Salut les gars, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, tu continues ton marathon médiatique après Cop-Aiglon hier, du coup, et probablement le Club Pancho aussi. Le Pancho demain, ouais. Voilà, très bien, décidément. On l'arrête plus. Le titulaire, c'est un peu le Pablo Rosario du coup de la communauté. Il est là à chaque match, et s'il n'est pas là, c'est compliqué. En tout cas, s'il y a un Hicham Boudaoui à côté de lui, c'est compliqué. Mais bon, ça, on y reviendra. On y reviendra sur Hicham Boudaoui. Voilà, je parlais de la finale, du coup, qui va arriver très bientôt, puisque c'est le 7 mai. On sait que les places commencent à s'arracher. En tout cas, là, c'est les places grand public vendues par la FFF qui ont été mises en ligne aujourd'hui, je crois, ce matin. Le quota des places de l'OGC Nice, en tout cas, a déjà été entièrement rempli. Près de 20 000 Niçois se rendront au Stade de France dans le virage sud. Il y a un peu de la revente qui se fait. Il y a toujours des désistements, comme vous le savez, des amis qui finalement ne peuvent pas monter à Paris. Donc on vous invite à être vraiment... Faites attention en tout cas avec les gens qui revendent des places, qu'ils ne vous arnaquent pas, qu'ils vous vendent bien ça au prix d'achat. Mais sans parler de prix d'achat, il y a aussi des concours et des cadeaux, et c'est pour ça que Romain est avec nous aujourd'hui, en plus pour parler du match, parce que tu as une belle annonce à faire à nos auditeurs. Bah ouais, voilà, donc je l'avais déjà commencé Un petit à teasing l'annoncer sur Twitter. Ouais, voilà, bon après tout le monde était au courant que voilà, j'avais voulu prendre 2 places pour 2 auditeurs. Donc on savait que les places, ça pouvait peut-être être dur de les prendre. Après c'était un certain budget, etc. Donc je me suis dit voilà, si ça peut en faire profiter 2 personnes, que ce soit des expats ou des mecs de Nice qui n'ont pas pu les prendre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est avec plaisir que on va vous faire gagner ces 2 places. Donc ces 2 places qui sont au 3e anneau, donc elles sont côte à côte, hein, bien sûr. Donc c'est des places à la base, donc pour le tarif, c'est les tarifs à 25 €. Hein. Donc voilà, après donc on a décidé avec l'équipe d'Avanti Nice de faire très simple. On va faire un retweet et un follow, le classique sur voilà. notre compte Twitter. Du coup, ça va probablement arriver dans la soirée avec la publication de l'émission, mais bon, vous le savez déjà a priori si vous si vous écoutez ce numéro. Et puis bon, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur YouTube ou qui sont abonnés via les différentes plateformes, je pense Apple Podcast, Spotify, tout ça, rendez-vous sur notre compte Twitter. On aura probablement publié ça le temps que vous écoutiez l'émission. Un petit RT du tweet, un petit follow du compte Avanti Nice si vous avez un compte Twitter, et surtout voilà, on vous posera une petite question rigolote sur le contenu de l'émission d'aujourd'hui. On vous invite à tendre l'oreille, à être attentif. Il faudra répondre en commentaire. Donc une mécanique de jeu extrêmement simple. Mais voilà, merci beaucoup Romain pour ce geste très généreux. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer pour qu'il y ait 2 Niçois de plus au Stade de France. Et j'en profite pour faire ma petite promo aussi perso. Je vous fais gagner grâce à nos partenaires de OneFootball, sur lequel vous pouvez retrouver aussi effectivement l'émission Avanti Nice, un maillot édition Nice and Finala et l'écharpe de votre choix, parce qu'il y a 2 modèles à gagner sur mon compte Twitter @pantalonblanc. Petite mécanique de jeu, RT follow et un lien à suivre. Je fais le tirage au sort après le match de Bordeaux, donc n'hésitez pas à jouer. Si jamais c'est la même personne qui gagne, c'est un peu
voilà, le salade tomate oignon chef. Voilà. Bon. On verra ça. En tout cas, nous, on fait notre partie du boulot. C'est à vous de jouer maintenant. Et puis, on va se concentrer sur ce qui intéresse la majorité des gens, c'est-à-dire un peu ce qui s'est passé dans l'actualité de l'OGC Nice cette semaine. Messieurs, est-ce que vous avez une préférence? Commencer peut-être par les matchs avant de finir l'émission sur la page Mercato, qui ne sera pas non plus remplie de grosses révélations, mais en tout cas, il y a un point qui est nécessaire, parce que certains dossiers, en tout cas, commencent à être étudiés de très près par la direction de l'OGC Nice, avec la fin de saison qui approche. On commence par Monaco, peut-être par ce derby. Ouais, ça peut être intéressant de faire chronologique. Alors, faisons chronologique, effectivement. Donc, ce derby face à Monaco, malheureusement perdu par l'OGC Nice, 1-0, un but pris un peu bêtement, il faut bien l'avouer, juste avant la mi-temps. Est-ce que c'est vraiment, je vais vous poser la question d'abord, est-ce que vous estimez que vraiment c'est immérité comme résultat? On sait que l'OGC Nice est bien revenu dans la partie en fin de rencontre, mais est-ce que vraiment vous avez des regrets sur cette rencontre-là? Est-ce que vous avez eu l'impression, comme par exemple lors de la défaite au Vélodrome, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a mis tous les ingrédients pour inverser ce résultat, ou est-ce que c'est une défaite somme toute logique et au final, même si elle est rageante puisque c'est un derby et qu'il y a une incidence au classement, mais qui n'a rien de vraiment honteuse par rapport à la hiérarchie des deux clubs? Vas-y, Romain. Alors franchement, en fait, ça c'est pour moi, hein, ça s'est passé un peu en deux étapes. En première mi-temps, je trouve que on a bien entamé la première mi-temps. On a eu l'occasion avec Lotomba. Bon, enfin ça allait à peu près. C'était pas du grand football, mais bon, ça allait. Et malheureusement, bon, il y a cette faute de main, enfin pour que moi je considère comme une faute de main de Benitez. Et après, la deuxième mi-temps, même si on est revenu peut-être un peu mieux vers la fin, enfin bref. Mais sinon, On a moi je quoi à trouve que gérer à la Monaco, fin, peut-être plus ouais, ce qui a été mis en danger. et puis je trouve qu'on était plus proche du 2-0 par rapport aux occasions qu'ils ont eues que du 1 partout. Voilà. Moi je nous ai trouvé, comme très souvent en ce moment, très inoffensifs. Et aujourd'hui, contre une équipe comme Monaco qui a bloc, enfin voilà, qui a la confiance au maximum. 5 victoires d'affilée, Euh, du coup, en championnat pour eux. ouais, moi je pense que voilà, fallait montrer un autre visage, plus conquérant, plus ambitieux dans le jeu, mais on méritait pas, même pour moi, on méritait même pas le match nul, quoi. Voilà. Alric, est-ce que tu partages ce constat un peu Je le partage, fataliste de Romain? je le partage totalement. Et pour appuyer les propos de Romain, je vais sortir la statistique qui fait mal. C'est 15 tirs encadrés. Voilà, c'est tout. Au Quand moins, tu... au moins, on a fait 15 tirs, ce qui n'est pas Mais arrivé non, à tous les matchs quand même. mais tu Il sais faut quoi, le souligner. je suis incapable de te dire c'était quoi. Parce que Ouais, c'est ça le j'ai problème. refait le match et les 15 tirs, je les vois pas dans la partie. Alors, c'est peut-être des ballons déviés ou des ballons qui partent au 25e poteau, mais non. Les 15 tirs, déjà, je sais pas où ils sont. Et le seul tir cadré, je crois que c'est le tir d'Andy Delors de l'extérieur de la surface, un peu, un peu mou, un peu inoffensif. Voilà, juste pour dire, on a fait un truc, quoi. C'est tout. Bon, pas trop de regrets sur ce match. Il y a quand même eu peut-être des choses positives à souligner. En tout cas, il y en a eu une. C'était la première titularisation, si je dis pas de bêtises, de Bilal Brahimi, et qui a plutôt fait une bonne impression aux supporters, qui a fait plutôt une bonne partie. Il s'est montré à la fois solide sur son côté et aussi assez remuant. C'est un joueur, je vais pas dire qu'on n'attendait plus parce que ça serait un peu le condamner, mais sur lequel on n'imaginait pas qu'il y ait forcément une grosse inversion de tendance et de hiérarchie à ce poste-là d'ici le peu de matchs qui restent par rapport à la fin de saison, mais qui a fait cet excellent match au stade Louis II, et qui, on le verra après, a apporté quelque chose avec son entrée à domicile face à Troyes. Donc, est-ce que voilà, tout ce qu'il y a à retenir du match, ça serait pas déjà au minimum que il y a peut-être une solution, sans dire qu'il est candidat à être un titulaire indiscutable sur les 4 derniers matchs, mais on a une arme offensive en plus qui peut nous permettre d'inverser certaines situations d'ici la fin de la saison, en la personne de Bilal Brahimi. Étant donné... Après, Ah, vas-y. vas-y, Alric. Étant Vas-y. donné que t'as pas de concurrence à ce poste, que de toute façon les joueurs sont interchangeables à gauche, oui, ça peut être intéressant de le voir jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai bien aimé son match contre Monaco. Par contre, il y a un truc que je trouve pas normal, c'est à se demander s'il a pas dans son contrat une clause qui lui interdit de tirer au but. Parce que le mec,
que ce soit contre Monaco sur son ordre de jeu ou contre 3 dans son entrée, il ne tire pas une fois au cage. Ouais, je Et vois bien l'occasion face à 3 où on s'est arraché les cheveux de même dire contre Monaco, à un moment qu'il donné, fallait mettre une patate au lieu il y avait d'essayer une de. balle entrée de surface contre Monaco. En plus, il a les 2 pieds, mais on voit une patate du gauche, fait quelque chose. Non, il veut faire la petite passe pour que le joueur rentre dans la cage pour marquer. Ça, c'est un problème chez nous, c'est incroyable. Après, c'est un Et peu en le plus, problème peut-être, Romain, des jeunes joueurs qui arrivent dans un effectif, il y a un peu des leaders d'attaque, ils osent ni prendre leurs responsabilités, ou ils se sentent peut-être pas la légitimité de prendre de prendre l'initiative de tirer, et ils cherchent peut-être un Andy Delors, un Amine Gouiri, davantage. On sait il y Ouais, avait ce problème pendant pas mal de temps avec Kefren Turam, hein, qui est le buteur face à 3, mais avec qui on a beaucoup reproché de pas forcément tenter sa chance crânement vers l'avant, et ça s'est débloqué cette saison. Parce que c'est pas ça avec Bilal Brahimi aussi, de se dire, bah, je suis le petit nouveau qui arrive, il y a forcément une meilleure solution que moi. ouais, mais en contrepartie, quand tu le vois faire ses déboulés, etc., même des fois, pour moi, il aurait peut-être mieux fallu qu'il fasse la passe plutôt que qu'il fonce tête baissée. Mais justement, tu vois, dans un sens, il essaye de percuter, enfin, il percute même plutôt pas mal, même si, bon, il y a un peu de déchets, mais bon, ça va venir avec le temps. Mais il percute, il ose. Et dans un autre sens, ouais, comme tu dis, il ose pas frapper. Mais après, il fait pas non plus forcément la bonne passe. Donc bon, après moi je l'ai beaucoup aimé parce que dans son investissement, dans son engagement et voilà, c'est quelqu'un qui vraiment il donne tout quand il est sur le terrain et franchement, moi j'avais bien aimé ses rentrées et là contre Monaco, je l'ai trouvé très très intéressant. Maintenant voilà, après c'est un jeune joueur, il a pas beaucoup de matchs en tant que titulaire parce que même à Angers, il n'a pas fait forcément beaucoup de matchs en tant que titulaire. Donc après, ça va venir peut-être, enfin, j'espère, avec le temps. Mais c'est vrai qu'il est intéressant. Après, bah, que ça soit dans les frappes qu'il ose pas ou même des fois dans ses fins d'action où bon, enfin, moi je trouve qu'il y a un peu de déchets. Mais bon, je pense que c'est normal. Mais en tout cas, dans l'engagement et l'investissement, je l'ai trouvé très très intéressant. Ce qui est mieux que la plupart de ses concurrents, Alric. Déjà, vu que les autres produisent aussi quand même beaucoup de déchets, on reparlera du match d'Amine Gouiri, notamment encore une fois face à 3. On va pas reparler du cas de Calvin Steng, ça me déchire le cœur à chaque fois. Mais bon, Ouais. comme tu disais, il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc au final, quitte à avoir plein de joueurs qui font des mauvais choix, autant mettre celui qui s'investit le plus et qui se bat davantage. Et qui, du coup, bah, apporte au minimum quelque chose au bloc équipe et moralement, et on l'a vu avec les autres entrants face à 3 notamment. Ah bah en tout cas, moi je sais que quand j'ai vu la compo de départ contre Monaco, j'étais moyen chaud comme on dit, parce que je me disais mais je sais pas ce qu'il va jouer là, mais ça me paraît compliqué. Et puis bon, on est forcé de constater qu'il m'a fait fermer la bouche, Bilal Brahimi, en proposant une prestation plus que correcte face à Monaco. Après, j'avais un truc que je voulais dire mais j'ai oublié. Non, j'ai oublié. On y Tu reviendra. n'hésites pas, du coup, si ça revient. De toute façon, on va en parler un peu. On va doucement passer sur le match face à 3. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire de ce match face à... Bah alors, vas-y. C'est qu'en fait, les joueurs techniques qui sont un peu virevoltants, qui veulent dribbler, qui courent vite, forcément, ils vont avoir du déchet. Hmm. Et c'est pas ça qu'on doit leur reprocher, qu'ils aient du déchet. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent un peu plus de responsabilité, notamment comme Galtier, plusieurs fois dans le match contre Monaco, lui a dit retente, fais quelque chose, t'arrêtes pas là. Et j'ai remarqué que ben, il hésitait toujours, alors que je suis sûr qu'il est pétri de talent, ce garçon, et qu'il pourrait faire un bien fou dans cette fin de saison où tous les points vont être cruciaux. Un peu comme Calvin Stengs, du coup, que tu sens timoré avec son manque de confiance, alors que dès qu'il tente quelque chose, ben, Il se passe rapidement, en un dribble, tu t'élimines deux joueurs, tu fais il le passe, centre qui est décisif. complètement. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter sur Monaco? Donc, bon, vu on a tardé à faire cette émission en groupant les deux matchs, forcément à froid, à très très froid, il n'y a pas grand-chose à dire qui n'a pas déjà été dit. Puis bon, le résultat et le contenu du match a été globalement décevant, donc je suis pas sûr qu'on a envie de se réinfliger une thérapie a posteriori. Mais voilà, je pense qu'on peut doucement passer
sur le match face à 3, déjà, je pense qu'on va partir d'un constat qui est extrêmement partagé par la plupart des supporters de l'OGC Nice. Et ce match face à 3, c'était victoire ou rien, surtout après avoir perdu les points face à Monaco. Si on voulait rester dans le wagon de ce top 6-7 pour espérer accrocher par le championnat une place européenne en fin de saison, il fallait gagner absolument ce match. On n'était pas forcément très confiant après la rencontre face à Monaco, justement. Par contre, sur la base de la composition d'équipe, et on peut dire sûrement qu'on s'est trompé après, on se disait, face à 3, qui est quand même une équipe inférieure à nous, on arrive à aligner, malgré ce turnover imposé à Christophe Galtier par rapport au risque de suspension pour la finale, on arrive à aligner une équipe cohérente. La blessure de Morgan Schneiderlin a fait qu'on a même eu la chance de revoir titulariser Hicham Boudaoui au milieu de terrain comme on le souhaitait depuis de nombreux mois. Bon, après, on a vite été climatisé, je vous l'accorde, et on en parlera. Mais en tout cas, sur le papier, on n'était pas très confiant, mais on se disait quand même, face à 3, ça devrait marcher assez facilement et on devrait l'emporter. C'était de toute façon obligatoire. Ouais, mais après, comme on a l'habitude avec Nice, rien n'est facile. Ouais, voilà, ouais. T'as l'impression que plus on met d'offensifs qui ont du talent à la base, plus les matchs sont compliqués. Donc ouais, le papier c'est une chose. Moi, j'étais plutôt content de la compo à la base. Après, bon, j'ai vu beaucoup de trucs sur Twitter. Comme quoi, bon, voilà, c'était un match de merde, etc. Alors, je sais pas, hein, peut-être que j'étais fatigué quand je l'ai regardé ou quoi, mais moi, j'ai pas trouvé, comparé à la bouillie qu'on a mangé ces derniers temps, j'ai trouvé une première mi-temps, bon bah certes, voilà, c'est une équipe qui est pas en confiance au GC Nice, on le sait tous. Donc, mais après, j'ai trouvé une première mi-temps avec des occasions, avec allez, un peu plus de mouvement, on va dire, offensif. Et ben après, si tu rentres au vestiaire comme on aurait dû l'être à 2-0 à la mi-temps pour moi, hein, minimum. Oui, Kasper Dolberg doit en mettre au moins une au fond, très clairement, dans les deux occasions qu'il a coup sur coup dans le temps additionnel, en tout cas dans les dernières minutes du premier acte. Exactement. Donc, pour moi, ben, si tu rentres à 2-0 à la mi-temps, je pense que les commentaires, c'est pas les mêmes sur Twitter. Et puis voilà, après, voilà, moi j'ai vu un match où il y a eu quelques occasions, où l'arbitre, il a joué un peu son rôle aussi. Alors on en parlera de l'arbitre, il y aura un petit débat au sein de l'équipe entièrement là-dessus, parce que bon, en plus de ça, il y a les réactions des Troyens là-dessus. Mais bon, je te rejoins sur le fait que dans le contenu, tu peux avoir plié le match à la mi-temps, que la deuxième mi-temps a rien de honteux. Au final, je sors un peu des statistiques, 61% de possession de balle, 18 tirs quand même dans la rencontre, seulement 3 cadrés, et ça fait un peu écho au problème face à Monaco, et puis à ces actions de Dolberg, à l'action de Delors également, tout ça. Mais enfin, globalement, c'est une rencontre que tu as dominée, la victoire n'est pas volée. Ouais, c'est ça. Et sans des arrêts même peu académiques de Moulin qui a fait n'importe quoi toute la partie et qui s'en est sorti avec une chatasse incroyable jusqu'à la dernière minute. En fait, ce match, normalement, il n'y a pas de discussion possible. Même si un autre club a choisi de discuter là-dessus. Mais bon, voilà, sur le papier et sur ce qu'on a vu, très clairement, la victoire de l'OGC Nice ne me semble en tout cas pas du tout volée. Je sais pas ce qu'en pense Alric, du coup, mais... Moi, je vais rebondir sur un tweet que tu as posté pendant le match. J'étais au stade, mais je l'ai vu. On est tombé à quel niveau pour que le seul joueur motivé à cette première mi-temps, ce soit Dolberg? C'est vrai que bon, il ne marque pas, et du coup, forcément, c'est son boulot, donc tu peux lui faire le reproche de mettre ces deux occasions à côté. Mais après, dans l'activité, moi, j'ai vu, sans mauvais jeu de mots, un Dolberg beaucoup plus fantomatique par le passé. Donc là, ça ressemble quand même à une activité de joueur collectif, déjà. Mais ça n'empêche que... Alors oui, il y a des différences, parce que tu disais dans le tweet teasing, un gym à deux visages entre Monaco et Troyes, oui et non. Parce qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions que contre Troyes, que contre Monaco, je veux dire, dans le sens où on les a terminées, les actions. Pas bien, mais on les a terminées. Ça finissait par un tir, pas cadré, mais un tir. Le problème, c'est que dans le jeu, tu manques toujours autant de verticalité, tu manques toujours autant de rythme, tu manques toujours autant de vitesse et d'explosivité. Il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus de prise de risque.
tout est très académique. On fait ce U éternel quand on a la balle, c'est-à-dire que tu passes d'un côté à l'autre. Petite partie de handball, tu passes autour de Et tu fais ça la en 3 surface. minutes contre 20, tu ne crées aucun décalage. L'équipe est presque coupée en deux par moment, où les milieux de terrain n'apportent pas de surnombre, et il n'y a personne qui décroche pour faire les appels et tout. Non, moi je veux bien noter des différences de visage, mais malgré tout, bah, heureusement que Kefren Turam rentre, apporte sa percussion, parce que sinon tu ressors avec un 0-0, voire pire, et il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Sachant je sais pas si ça s'est vu à la télé, mais en tout cas du stade, on a quand même vu beaucoup de signes d'énervement. Je crois qu'Amazon en a parlé, hein, on m'a dit, pour les personnes qui étaient... Ouais, le côté gauche était catastrophique en première mi-temps. Mm. C'était, ouais, je suis d'accord. Bon, donc cet empilement d'attaquants aussi, hein, comme disait Romain tout à l'heure, qui ne donne pas l'impression qu'on sache davantage quoi faire avec le ballon, effectivement. Tu disais, rebondissons là-dessus, Alric, le côté gauche catastrophique, donc autant Jordan Amavi que Amine Gouiri. Du coup, là, vraiment, pour le coup, leur match a été dégueulasse, et en plus de ça, vraiment mis en lumière par l'entrée de leur remplaçant, que ce soit Brahimi, dont on parlait déjà tout à l'heure pour Amine Gouiri, mais aussi Melvin Barr, qui a fini par rentrer à la place de Jordan Amavi, malgré le risque de carton jaune et de suspension pour la finale. Et en fait, on a senti que le gym, d'un coup, était vraiment rééquilibré, bon, bien aidé aussi par la rentrée de Danny Luc, qui fait une excellente entrée à la place de Jordan Tomba, mais en fait, tu as senti qu'une fois que tu as changé ce côté gauche, en dépit des risques de suspension et de sortie de ton meilleur joueur en la personne d'Amine Gouiri, tu as été métamorphosé au moins dans l'intensité. Alors oui, c'était des joueurs plus frais, peut-être tout ça, mais dans l'envie, tout ça, t'as vraiment, tu sens vraiment que ces deux joueurs à gauche, moi je trouve, posent vraiment question et posent vraiment problème. Alors autant Jordan Amavi, peut-être que son avenir, on en reparlera juste après, sera rapidement réglé. Autant Amine Gouiri, là, ça fait, je crois, 11 matchs sans marquer, hein, si je dis pas de... 11 ou 12. 11 ou 12. Voilà, hein, c'est 11 ou 12 matchs sans marquer. C'est extrêmement préoccupant. Alors, celui qui nous claque un doublé en finale de Coupe de France, on lui demande rien d'autre, hein, jusqu'à la fin de la saison, mais là, ça devient inquiétant. Et moi, aujourd'hui, t'en es à te poser la question de, est-ce qu'en fait, ok, Amine Gouiri est probablement le meilleur niçois de l'effectif, mais est-ce que par rapport à ces 11-12 matchs sans marquer et ses prestations indigentes sur le côté gauche, est-ce que tu peux encore te permettre de dire que tu l'alignes en espérant qu'il y ait un réveil et que sur une action de grande classe, il fasse quelque chose? Est-ce que tu comptes sur lui uniquement pour sa complémentarité avec Kefren Turam, qui sera forcément un des hommes importants de la fin de saison? Ou est-ce que lui aussi peut être soumis à la concurrence comme les autres, et un Brahimi, peut-être que on l'a vu sur ces 2 dernières rencontres, et peut-être amené à lui gratter sa place de titulaire? Je vais me permettre de commencer si tu veux bien, Romain. Vas-y. Déjà, le problème, on le sait, hein, mais il y a un problème double, c'est que quand tu alignes tes 4 offensifs devant, déjà, tu te coupes un peu la jambe, parce que tu n'as plus rien en solution de rechange quand tu veux faire rentrer les remplaçants, ce qui était un peu le cas en début de saison. Tu faisais sortir Delors, tu faisais rentrer Dolberg, ça créait toujours un petit côté un peu énervant pour les adversaires. Mais au-delà de ça, le côté gauche pour Amine Gouiri, ça n'a jamais été, en tout cas pas en tant que milieu, et ça ne le sera probablement jamais, son poste de prédilection. Je crois qu'il a une action dans le match, et après il disparaît totalement après avoir tiré au-dessus face à 3. Après, on disait un truc hier dans Copéglon, alors ça me permettra, je vous laisserai rebondir là-dessus, mais c'est peut-être un mal pour un bien, cette fin de saison un peu compliquée pour lui et pour nous, dans le sens où il sera peut-être pas obligé de se poser la question que c'est la fin de saison, il partira obligatoirement dans un grand club, et il sera peut-être forcé de faire une 3e saison chez nous pour continuer à travailler, parce que ça reste un jeune joueur qui n'était pas forcément peut-être préparé à porter l'OGC Nice pendant presque 2 ans, et qui aujourd'hui connaît son vrai gros problème de passage à vide, et ce qui est tout à fait normal pour un joueur aussi jeune comme lui. Mais qui est surdoué, et qu'on a du mal à imaginer avoir des passages à vide. Ouais, ce qui est dommage en plus, c'est que le passage à vide de Amine Gouiri est d'autant plus flagrant qu'en fait, t'as pas grand monde pour prendre le relais. Kasper Dolberg connaît le même passage à vide. Heureusement, Andy Delors claque quand même de temps en temps, mais on voit que c'est extrêmement compliqué pour l'OGC Nice aujourd'hui de marquer des buts. Justin Kluivert est un peu aussi dans ce passage à vide. Tu as Brahimi, Stengs, Claude Maurice, qui sont à des niveaux de forme différents, mais qui sont pas programmés pour prendre vraiment ce relais, pour porter l'équipe. Donc c'est à la fois aussi
un petit déficit peut-être dans l'effectif et une concordance de méformes qui font qu'on voit d'autant plus celle d'Amine Gouiri qui peut pas se retaper tranquillement dans l'ombre et qui attire forcément tous les regards. Et voilà, on en est à compter le nombre de matchs sans marquer parce que c'est vraiment tout ce qu'on attend de lui après 1 an et demi où il a porté le club à lui tout seul quasiment. Il arrive au pire des moments, hein. Ce passage à vide, il arrive au pire des moments dans la saison. Dans le sprint pour l'Europe en plus avec cette finale qui arrive. Romain, juste alors si tu as un mot sur Amine Gouiri naturellement en supplémentaire n'hésite pas, mais après j'aimerais aussi qu'on parle un peu du cas de Jordan Amavi parce que la question va commencer à se poser du côté de l'OGC Nice. En tout cas, et ça c'est la micro-info mercato que je peux vous donner, c'est que la décision la semaine dernière n'était toujours pas prise quant à l'avenir de Jordan Amavi, donc je suis pas sûr que la rencontre de dimanche ait forcément participé à la prise de décision, et en tout cas pas au fait qu'il resterait, mais le club est toujours un peu dans l'attente avant de se lancer sur d'autres dossiers au poste de latéral gauche, de voir comment Jordan Amavi va finir la saison. Honnêtement, après un mois de janvier assez séduisant, il y a eu cette blessure, il y a eu vraiment des rencontres compliquées. Est-ce que on peut vraiment se projeter avec Jordan Amavi ne serait-ce que là pour la fin de saison et d'autant plus pour l'avenir? Alors, moi, avant de répondre à ta question, j'ai juste un truc sur Gouiri. En fait, au-delà pas d'en vouloir, je sais que personne lui en veut forcément, mais moi, je commence à avoir un peu de mal avec ce choix de Galtier qui s'entête à le mettre milieu gauche, alors qu'on sait que les replis défensifs, c'est pas la tasse de thé de Gouiri. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que son passage à vide, de toute manière, ça a été quasiment depuis qu'il est sur le côté gauche. Enfin, en tout cas, ça fait depuis un moment que maintenant Ça a il est sur le commencé côté avant gauche. quand même, mais ça ne l'a pas arrangé, Ouais, très ouais, ouais. certainement. Voilà. Mais et aujourd'hui, je sais que j'arrête pas de me répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour moi, de toute manière, l'association au bout d'un moment, Gouiri-Dolberg, j'aimerais la revoir. Et certes, c'est deux joueurs. Delors, tu peux pas le mettre sur le banc. Certes, parce qu'il est bon, bah voilà, C'est le seul qui c'est marque notre en ce moment attaquant en quand même, forme. donc bon. Voilà, c'est notre attaquant en forme du moment. Mais moi, je pense que après Galtier, il a quand même sa part de responsabilité, puisque comme on le disait et je le disais en début d'année, au bout d'un moment, tu avais une association qui marchait très bien, qui a été enlevée, on ne sait pas trop pourquoi, et qui a été remise, qui a refonctionné et qui a été encore une fois enlevée. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de faire un peu de turnover, etc. Parce qu'on a un effectif qui est assez conséquent. Mais quand même, quand on voit, je sais que j'aime pas parler de cette équipe, mais bon, quand on voit Marseille qui joue avec 15-16 joueurs et Ouais. T'as qui cassé un joue, peu les automatismes que t'avais commencé à trouver voilà, en début de saison. au bout d'un moment, faut qu'une équipe, bah voilà, t'aies ton 11 et puis bah voilà, par parcimonie, bah voilà, tu changes un joueur dès qu'il y en a un qui est moins bien, etc. Tandis que là, j'ai l'impression qu'on change tellement le 11 qu'au bout d'un moment, la méforme de l'un déteint sur Mais l'autre, en fait. parce que personne ne s'y impose non plus. On a parlé de ce poste d'ailier depuis le début de la saison où clairement il manque un profil confirmé, expérimenté, et du coup tu as un peu les gars en méforme, comme tu dis, qui tournent, mais qui de toute façon sont pas meilleurs, fondamentalement meilleurs les uns que les autres. Ben, c'est peut-être ça aussi, cet effectif qui malheureusement tourne avec non pas comme tu disais parce que il y a des meilleures performances, mais qui tourne parce que les mecs en fait n'arrivent plus à avancer. Et c'est peut-être un peu ça. Je réoriente un peu le débat sur Jordan Amavi, mais Jordan Amavi aujourd'hui, alors il reste bien sûr encore 5 rencontres. Il peut claquer un doublé en finale de Coupe de France et il peut rentrer dans l'histoire du club encore une fois après son transfert. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui, par rapport à ce que Jordan Amavi a montré ces 4 derniers mois, on a l'impression que ça peut être un joueur qui va accompagner le développement dans l'OGC Nice dans les 2-3 prochaines saisons? Est-ce qu'il vous a convaincu, même si la saison n'est pas terminée, mais là, par rapport à ce qu'on a vu entre sa blessure et la qualité de ses matchs, je rappelle, l'option d'achat n'est pas très élevée, elle est aux alentours de 5 millions d'euros. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous, en fait, vous partiriez avec un ticket Melvin Barr, Jordan Amavi la saison prochaine à gauche? Non, clairement pas, clairement pas. Il a Après, fait, il a fait 3 matchs corrects au début. Il s'est blessé de ouais, nouveau. Et là, c'est de pire en pire. Donc, comment tu vas avoir ouais.
T'as Non, mais envie. c'est clair. Pas de discussion pour vous, Jordan Amavi, ça part au terme de son prêt. On le revoit plus après le mois de mai. Ah, je pense, oui. Bah après, il faudrait que faudrait qu'il retrouve un niveau gargantuesque pour qu'on le garde. Parce que sincèrement, moi, je l'aime bien, mais Melvin, hein. Mais putain, pour pas arriver à prendre le dessus sur Melvin Barr, en ce moment, même si bon, voilà, il fait ses matchs, fait ce qu'il peut, Non, mais mais c'est un putain, jeune joueur qui offensivement, découvre la Ligue 1, donc en théorie, non, non, mais quand tu es international français comme Jordan Amavi, tu normalement, tu ça fait devrais le pas peur, sauter quoi. assez facilement, quoi. Ouais, On voilà, c'est devrait pas avoir ça. à se poser la question. Et aujourd'hui, tu te rends compte que oh, le mec, quand même, Galtier, il te fait sortir à ma vie tellement il est désastreux pour te mettre barre, quoi. Et C'est, risquer enfin, de au le bout voir d'un être moment, suspendu pour la finale de la Coupe de France ouais, ouais, que ouais. tu devrais jouer avec Amavi du coup. Donc bon, c'est effectivement Donc, compliqué. donc, non, pour moi, Jordan Amavi, comme disait Alric, il a très très bien enfin, il a très très bien. Il a bien commencé ces quelques matchs quand il est arrivé, mais là, après sa blessure, je sais pas si c'est dû à sa blessure ou seulement parce qu'il a un niveau catastrophique, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que s'il continue comme ça va être vite fait un aller-retour sur la canebière, quoi. Mhm. Ok, très bien. Et je Bah, voudrais ter- je- il s'impose pas physiquement, enfin, c'est compliqué, quoi, hein. Et même défensivement. Mm, mm, ouais. Un autre joueur qui est en prêt du coup et après on terminera, on va peut-être inverser, on terminera avec ça parce que dossier mercato ça prend toujours un peu plus de temps. Je voudrais aussi souligner ce qui a encore bien fonctionné dans cette partie avec les entrants, une rentrée intéressante, on avait dit du coup de Bilal Brahimi. Faut souligner celle d'Evan Guessant, hein, qui est quand même en difficulté ces 6 derniers mois à l'OGC Nice et qui je pense n'a pas forcément autant de temps de jeu que ce qui était convenu, ou en tout cas que ce qu'il aurait aimé avoir en début de saison en choisissant de rester à l'OGC Nice. Mais alors là, une entrée bien meilleure que ses dernières apparitions où on s'était quand même gravement posé des questions. Et puis un travail qu'il faut souligner incroyable sur le but, hein, parce que bon, il faut souligner la finition de Kefren Turam qui est compliquée à mettre, mais rester debout, conserver le ballon, la lucidité de décaler Kefren Turam à ce moment-là du match et avec le poids de la défense troyenne sur les épaules, faut quand même avouer respect pour l'action d'Evan Guessant et du coup ces 3 points qui peuvent lui être crédités également. Ouais, bof. Bof, d'accord, bah vas-y. Moi, je vais peut-être m'attirer des foudres, hein, mais j'ai pas Ouais, aimé. mais on est là pour ça dans cette émission, tu sais, de toute façon. Ouais, j'ai pas aimé l'entrée de Van Guessant. Déjà parce que je l'ai trouvé qu'il était tout le temps par terre. Au moindre choc, il tombait. Donc c'était assez pénible pour un attaquant de son envergure. Et puis, il s'est pas créé d'occasion, une seule fois. Bon, ok, son travail sur le but de Kefren Turam est incroyable parce qu'il a la lucidité de faire une passe en retrait alors qu'il aurait pu dire j'ai pas tiré une seule fois au cage, j'aimerais bien me faire un petit pivot difficile qui aurait sans doute terminé en corner ou contré, que sais-je. Mais il s'est pas créé d'occasion. Il est tout le temps par terre à chaque fois il prend un choc. Non, il m'a gonflé. Et puis je peux te dire que j'étais pas le seul parce que il y avait un petit groupe à côté de moi au stade là où j'étais, pas loin de la populaire, où à chaque fois qu'il perdait le ballon, à chaque fois qu'il y avait un truc, bah, ça sifflait pas, mais on râlait pas mal, quoi. On Est-ce râlait. que tu partages cette Moi, analyse ou est-ce que j'étais moi, trop enthousiaste sur Evan Guessant? non, non, bon, après, t'as pas été enthousiaste plus que ça. C'est juste que, bah, c'est vrai que son action sur le but de Thuram, bah, voilà, il est costaud sur ses appuis, il décale bien Thuram. Mais après, je pense que, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et pour moi, de toute manière, et ça fait depuis un moment que je le dis, pour moi, je trouve que Guessant, c'est trop limité. Voilà, c'est clairement très limité techniquement. Et puis après, bon bah voilà, c'est notre quatrième attaquant et c'est pas pour rien que c'est notre quatrième attaquant. Mais par contre l'année prochaine, faudra ou qu'il s'aguerrisse un petit peu, même si pour moi il n'aura pas le niveau d'un club qui est censé jouer l'Europe tous les ans. Mais par contre clairement ouais, faudra se séparer un petit peu de Guessant parce que bah voilà, ça fait mal au cœur parce que c'est un jeune du centre de formation et on a vu là dernièrement qu'à Nice c'est c'est pas la folie, mais voilà, on est obligé de constater que bah hormis son match contre Marseille et sa rentrée contre Lyon, moi je l'ai pas vu une seule fois faire un bon match ou des bonnes rentrées. Et bon bah là oui, il a fait une très belle passe décisive, mais pour moi ça reste encore
Trop beaucoup trop léger. léger, quoi. Sachant qu'en plus, il y a un peu la même question qu'on disait avec Melvin Barr, qui était assez facile à sauter pour Jordan Amavi. Là, en attaque, il y a quand même eu des périodes de creux des 3 attaquants devant lui Ah oui. dans la hiérarchie, bon, qui ont certes un statut qui les a peut-être un peu protégés et qui ont permis à Galtier, enfin, qui ont poussé Galtier plutôt à les maintenir dans le 11 un peu plus longtemps que ce que leur niveau sportif l'aurait exigé. Mais voilà, si Guessant avait fait de meilleures entrées, je pense qu'il y avait peut-être la place pour lui d'avoir davantage de temps de jeu. C'est aussi parce qu'il n'a pas forcément montré tout ce qu'on attendait de lui, malgré les 2-3 bonnes occasions que vous avez recitées, que malheureusement, il n'a pas pu faire une place un peu plus durable dans les 15-16 joueurs qu'on a vu régulièrement cette saison. Donc, Bah, puisqu'on après, va parler un peu mercato, tu l'as dit, ah oui. Romain, mais pour toi, fin de parcours à l'OGC Nice pour Guessant cet été. Alors, alors pour moi, oui, hein. Pour Mm. moi, si on arrive à accrocher l'Europe, oui, pour moi, c'est quasiment sûr. Et je vais même te dire un truc. En début de saison, on m'avait dit, donc parce que j'avais demandé un petit peu, parce qu'on se posait la question de qui allait être le quatrième attaquant, etc. Parce qu'on pensait pas que Guessant allait, enfin au départ, on pensait peut-être qu'il allait avoir une recrue Mm. plutôt que Guessant. Et on m'avait dit clairement que Guessant, techniquement, c'était plus que limité. Mm. Donc je pense que le choix de Guessant en tant que quatrième attaquant, c'est plus un choix par défaut parce que tu peux pas, malheureusement, on n'a pas de Coupe d'Europe à jouer cette Mm. saison. Et tu sais très bien qu'un quatrième attaquant, comme un quatrième défenseur central, hein, c'est quand même dur Faut un joueur qui à accepte. aller chercher. Voilà, c'est ça. Et déjà, quand tu vois qu'on en a trois et que bon, tu essayes de les faire jouer ensemble, etc., pour essayer de les faire qu'ils aient du temps de jeu, là, de toute manière, on pouvait pas avoir un autre profil qu'un joueur ou formé au club ou un très jeune. Mm. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Guessant, à la fin de l'année, ça va sauter. Et surtout, si on a l'Europe, on aura quelqu'un de, on va dire, un peu plus peut-être expérimenté ou avec un peu plus de talent. Mais voilà, après, Et c'est... lui a eu des propositions aussi, hein, du coup, qu'il a refusé pour rester à Nice. Si elle se représente légitimement, lui, il a peut-être aussi Ouais, des envies d'ailleurs et des envies d'essayer d'avoir davantage de temps de jeu. Hein. On poubellise ouais, pas je Evan pense. Guessant, qui, je pense, Non, mais non, non. deviendra un attaquant extrêmement correct. Et on a même eu des surprises à l'OGC Nice. Hein. Je pense que personne n'aurait misé sur Stéphane Baoken et Franco Nora, qui font les beaux Ah, jours ça c'est clair. de la Mm. Ligue 1 maintenant, et même un Sada Thioub aussi encore, même si c'est un niveau en dessous. Donc Guessant a encore largement le temps et le potentiel de devenir un très bon attaquant, mais à court terme, peut-être que pour son développement de carrière aussi et ses envies à lui, c'est d'essayer d'enchaîner des saisons à 30 matchs plutôt que Mm. d'apparaître 30 minutes tous les 3 mois. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Alric, pour terminer un peu sur cette rencontre, après on ouvrira notre page Justin Kluivert, du coup forcément, parce que c'était la grosse actualité de la semaine. Il y a eu une autre prestation catastrophique, et encore une fois, ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, parce qu'on a voulu le voir, Hicham Boudaoui à son poste dans l'axe depuis le début de la saison. Enfin, on le voit, et ça a été mais vraiment un carnage. Je pense qu'il y a le concours avec Jordan Amavi pour savoir qui était le plus mauvais niçois sur cette partie-là. Ça a été vraiment extrêmement compliqué. On n'a pas reconnu le joueur qu'on apprécie avec Hicham Boudaoui, qui répète des efforts, qui est rassurant aussi quand même sur le plan défensif. Là, ça a été vraiment un joueur complètement perdu. On avait l'impression qu'il n'était pas à sa place, alors qu'en théorie, il l'est, justement. Donc, est-ce que c'est ce manque de repères depuis 6 mois à ce poste-là? On sait qu'aussi physiquement, entre l'enchaînement des matchs, les blessures, le ramadan en ce moment, ça peut peut-être être un peu compliqué pour lui de répéter les efforts, ce qui est sa principale qualité. Comment, en tout cas, vous analysez ce naufrage de Hicham Boudaoui face à 3? Mais moi, je sais qu'avant le match, j'avais tweeté en voyant la composition, peut-être le début d'un miracle, il aurait fallu attendre la 34e journée pour voir Boudaoui à son poste. Au bout de 25 minutes de jeu, je tweet, il est catastrophique. Il est catastrophique. Et il a eu 3, je crois, dans Nice Matin et dans l'équipe. C'est dire que, bon, il n'a pas fait un bon match. Mais au-delà de ça, enfin, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire au stade. C'est que, à un moment donné, il est débordé par un joueur troyen et il essaie de lui courir derrière. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce qu'il était lent! Qu'est-ce qu'il était lent! Il a été lent, il n'a pas fait les bons choix, il n'était pas dans l'impact, il était totalement comment dire, à contre-courant de ses partenaires. Et surtout, moi, il y a un truc qui me dérange avec Boudaoui, mais c'est depuis qu'il est à l'OGC Nice, c'est que je suis incapable de te dire si c'est un bon joueur
si c'est un joueur moyen ou Hmm. si c'est un joueur mauvais. Je sais pas. Parce qu'il y a des matchs où il est incroyable, mais comme ça ne s'enchaîne pas, je suis incapable de te dire quel serait son niveau. Donc je peux pas te dire si c'est un bon joueur qui a raté son match avec des circonstances atténuantes, comme tu le disais, ou si c'est simplement un joueur qui a un niveau moyen, voire mauvais, et qui a vraiment Il y a des montré. fulgurances, du coup. Ouais. Ouais, voilà. Hmm. Romain, bon après c'est un joueur qui n'a que 22 ans, Hicham Boudaoui, mais ça commence à enchaîner les saisons en Ligue 1, hein. C'est plus le petit jeune qui découvre l'Europe aussi. Et c'est vrai que cette saison, on l'attendait peut-être à un niveau un peu supérieur, même s'il a rendu plus que des services à droite et qui nous a, je pense aussi, un peu évité un casse-tête et avec la succession d'ailiers médiocres qu'on a déjà évoqué précédemment. Donc du coup, Romain, est-ce que pour toi, là, Hicham Boudaoui, c'est un match sans, comme ça peut arriver à n'importe quel joueur, ou est-ce que pour lui aussi, ça sonne un peu le glas peut-être de son avenir à l'OGC Nice, sans que ce soit une sanction, mais du mal à trouver sa place dans l'effectif, toujours à faire un peu les bouches-trous, sans jamais pouvoir prendre la pleine mesure de son talent, en tout cas de son potentiel. Bah ouais, mais après encore une fois, bon, certes il était bidon, hein, mais encore une fois, aujourd'hui, franchement, hein, enfin dites-moi qui a été meilleur que Boudaoui à droite. Ah oui, à droite, là on parle du match dans l'axe Non, du non, coup, mais c'est vrai que sur le côté, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est un peu l'enchaînement des joueurs qui n'ont jamais été brillants, mais qui ont du coup jamais réussi à prendre la place de l'autre. Mais je suis d'accord avec toi ouais, qu'en fait mais à droite, et, à part et Kluivert là, face à Marseille, au final, t'as jamais eu de meilleur match d'un non, ailier droit. voilà. Et là, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, turnover, ok, c'est cool, mais au bout d'un moment, Boudaoui, pour moi, c'était, bon, bah voilà, il était moins percutant qu'un Kluivert, mais encore, quoique, parce que Kluivert, c'est vraiment par parcimonie aussi qu'il est percutant. Mais par contre, il t'amenait un équilibre dans ton effectif, et c'est moi ce que je trouvais plutôt sympa, et même Galtier le disait. Et en début de saison, Galtier faisait des éloges de Boudaoui aux entraînements, etc. C'était incroyable. Donc, mais aujourd'hui seulement, tu mets des joueurs. Je veux bien que tu ne doives pas mettre des joueurs dans un certain confort. Mais au bout d'un moment, t'as des joueurs, tu as des pions essentiels à mettre. Et moi, pour moi, Boudaoui, c'est celui qui te permettait de garder un équilibre stable. Et pour moi, c'était le moins dégueulasse de tout ce qu'on a vu à droite. Putain, mais installe-le, quoi. Installe-le à droite. Et arrête de faire tes trucs, encore tes changements, et patati, patata. Enfin, on dirait que, pour moi, les mots de l'OGC Nice, c'est les mots MAUX, hein, Mhm. les mots de l'OGC Nice, pour moi, ça vient aussi par le fait que Galtier, on dirait qu'il est totalement perdu, mais vraiment, hein, pour moi, il est un peu perdu dans toutes ses compos, dans son animation, Personne s'est etc. réellement imposé, donc il est obligé de continuer à bricoler à la 34e journée, Ouais, au mais moment où normalement tu es censé avoir dégagé des certitudes. Alors tu en as dans le reste de l'effectif, mais pas tant que ça au final. ouais, mais ça, ok, je veux bien. Mais par contre, bon, bah, même si c'était pas beau à avoir joué, tu gagnais. Hmm. Tu vois, tu gagnais, ou sinon, bon, bah voilà, tu te tapais un match nul, mais bon, bah voilà, tu avais un certain équilibre. Là, j'ai l'impression que, même contre 3, j'ai l'impression que on peut se manger un pion, mais à n'importe quel moment. J'ai l'impression que toutes les offensives des équipes adverses, elles sont dangereuses. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible que nous, on n'arrive pas à faire une offensive dangereuse et que les adversaires contre nous, putain, chaque attaque qu'ils font, c'est dangereux. Et en fait, c'est parce que l'équipe, là, Galtier, et c'est pour ça que c'est assez dangereux, je trouve, il n'y a plus cet équilibre qu'il y avait en début de saison qui nous amenait cette force défensive, etc. Et moi, ça me fait un petit peu, voilà, ça me fait un petit peu peur à ce niveau-là. Mais par contre, pour reparler de Boudaoui, moi, Boudaoui, je suis désolé, mais au bout d'un moment, bah, il aurait dû l'installer en tant que titulaire du poste, Hmm. bah, même si c'était pas quelqu'un de flamboyant ou quoi que ce soit. Mais force est de constater que à ce jour, bah, il y a personne qui fait le taf sur les côtés et que Boudaoui, c'était peut-être celui qui faisait le taf le moins désastreux Ouais, de toutes les solutions c'était qu'on a pu 6 avoir. sur 10 tout le temps, jamais flamboyant, mais au moins Non, mais voilà, c'est t'arrivais à une ça, moyenne que d'autres n'atteignent certainement pas lors de leur meilleur match, quoi. exactement. Effectivement. Voilà. Alric, je voudrais passer sur peut-être avant donc du coup ce débat sur Kluivert et surtout l'arbitrage, hein, dont on va dire deux mots. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le reste de l'effectif et de la rencontre face à 3?
Ouais, tu parlais de certitude qu'on avait dans le reste de l'équipe, et je pense qu'on pense tous un peu à la défense depuis le début de la saison, qui est quand même notre gros point fort. Et la meilleure défense de Ligue 1, tout simplement. Pardon? Et la meilleure défense de Ligue 1, tout simplement. Exactement. 29 buts encaissés, j'ai vu le chiffre encore hier. Par contre, ça fera la transition avec l'arbitrage, tu vas en parler après. Je trouve que depuis quelques matchs, nos deux défenseurs centraux, et je pense aussi à Todibo, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ils ont plus exactement la même, notamment Todibo, il a plus exactement la même, comment dire, tranquillité, Le même rayonnement. la même sérénité, la même tranquillité. Il recommence à jouer un peu facile. Il est un peu, pas nonchalant, mais il est un peu plus en retard. Il va faire la petite faute qu'il ne faut pas faire. Alors qu'en début de saison, il était puissant, il faisait pas de fautes, ou alors c'était des fautes qui étaient intelligentes. Là, ça fait quelques matchs, ça devient de plus en plus compliqué et il faudrait pas que on perde cette certitude qu'on avait pendant les trois quarts de la saison. Alors, tu parlais de l'arbitrage, parce qu'effectivement, il y a plusieurs situations litigieuses. Alors, 1, 2, 3, 7. Bon, on n'est jamais dans l'abus avec les Troyens, visiblement, puisque l'Estac a déposé envoyé un courrier, en tout cas, pas déposé un recours, mais envoyé un courrier à la direction technique nationale de l'arbitrage pour se plaindre des décisions litigieuses et notamment des contacts entre Dante et les attaquants troyens et notamment Motiba, qui auraient dû, selon le club troyen, donner lieu à siffler un penalty. Bon, coup de chance ou décision légitime de l'arbitre, chacun se fera son avis. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait sur ces actions litigieuses quelque chose qui manifestement mériterait un penalty. En tout cas, pendant 2 mois, ça fait 2 mois qu'on se fait en papaouter par l'arbitrage. On nous expliquait que oui, mais non, c'est litigieux. Du coup, on a choisi de donner la priorité à la défense, ou la VAR n'a pas été appelée parce que c'était pas une erreur manifeste. Moi, je suis désolé, si tu ne siffles pas les erreurs d'arbitrage, comme tu as pu voir Saliba sur Delors à Marseille, par exemple, ou ce genre de contact-là, il n'y a pas plus de raison de siffler les actions qu'on a vues face à Troyes, en tout cas à la faveur des Troyens, parce que on peut aussi parler des 2 décisions légitimes dans les 10 dernières minutes dans la surface troyenne sur le l'OGC Nice, notamment des petits problèmes de mimine. Donc, j'ai un peu du mal, et je manque forcément d'objectivité étant supporter de l'OGC Nice, mais j'ai un peu du mal à comprendre cette espèce de psychodrame autour de l'arbitrage sur cette rencontre, parce que je pense que il y aurait peut-être pu avoir un penalty partout et ça aurait potentiellement changé le score du match. Je comprends que 3 englués dans une lutte pour le maintien soit à l'affût de ce genre de décision. Là, tu as raison. Mais voilà. C'est un club plus bas. C'est un club plus bas. Enfin, nous, on a aussi des enjeux européens sur lesquels on aurait pu râler. On a râlé en tant que supporter. Le club a choisi de ne pas râler publiquement, bon, sachant que la lettre auprès de la DTN ne changera absolument rien au sort du match de toute façon. Mais est-ce que, voilà, pour vous laisser la parole et discuter un peu plus en détail de ces situations, est-ce que vous avez l'impression que il y a une erreur manifeste sur une des 5 situations litigieuses, 3 pour 3, 2 pour Nice, on va dire, qui aurait pu vraiment changer le sort du match, ou est-ce qu'au final l'arbitre a juste beaucoup laissé jouer et ça s'équilibre? Pour moi, oui. Il y a une action du côté troyen où il y a penalty pour 3. C'est une action où Motiba rentre dans la surface, il est stoppé en haut par le haut du corps par Dante, où il met les 2 mains dessus, et il le crochette avec sa jambe en bas. Donc là, c'est indiscutable. Pour moi, il y a penalty. Ceci dit, si tu siffles ce penalty-là, tu ne peux pas faire autrement que de siffler le penalty qu'il y a sur le centre de Danny Luke, où carrément le mec tombe et bloque avec son bras le ballon. Voilà. Mais voilà, je pense que l'arbitrage, il a été catastrophique, mais comme tous les week-ends de Ligue 1, pas forcément contre Nice, contre 3. Enfin, c'est typique de l'arbitrage de Ligue 1 depuis le début de la saison. Romain, tu penses que l'énervement des Troyens est légitime? Non, après oui, il y a penalty. Pour moi aussi, hein, il y a sur la penalty, même action. Mais il y en a qu'un, hein, il y en a pas 3 ou 4 comme ils l'ont eux, dit, ils ont là. fait remonter 3 situations. C'est pour ça que je vous dis 3. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Parce que le premier, c'est en première mi-temps, mais Dante il touche le ballon et après c'est l'autre avec son pied qui vient s'empaler sur le pied de Dante. Donc pour moi, il y a carrément pas penalty. Le deuxième, c'est comme dit Alric, ouais, parce qu'il le ceinture quand même par le par le cou, quoi. Et on dirait qu'il veut le prendre pour lui faire un câlin. Et il le crochette en Donc, bas. Et il le crochette en bas. Il le ceinture en haut, il lui met un croche-patte en bas.
Ouais, non, mais là, clairement, oui, il y a penalty. Dante, il a un mal fou à se retourner. Il est dans le vent, dans les choux. Enfin bref. Donc pour moi, là, oui, il y a penalty. Et puis l'autre, non, il n'y a pas penalty. Mais par contre, nous aussi, voilà, oui, il y a un penalty partout. Après, de là à faire un scandale, bon, après, je les comprends aussi. Hein, ils jouent le maintien. Ils se font planter à la 93e minute. Donc ça fait chier. Mais après, de là à planter un scandale pour On ne ça, tire bon. rien. Ouais, c'est pas, enfin, ça va quoi. Nous, comme tu disais, JP, on a vu bien pire ces trois derniers mois hein, contre nous. Hein. Donc, et on a attendu la cinquième faute d'arbitrage pour Pour monter au hausser le créneau. ton Donc, péniblement en plus, ce ouais, qui ouais. n'a voilà, Enfin, hausser le ton. hmm. Ouais, Ce qui ne ça, ce qui c'est un peu ouais. osé le coup. Ce Hum, qui ne sert à rien, hein, de toute façon, encore une fois, bien hum, malheureusement. On voit déjà qu'on a Stéphanie Frappard comme arbitre pour la finale de la Coupe de France. Donc, pensez Ouais. à hum, prendre votre petit sachet de vaseline avec vous dans le TGV ou dans le bus ou dans l'avion pour monter à Paris. Ça peut toujours servir. Et puis, voilà. Hein, donc, de toute façon, ça ne changera hum. pas le résultat du match, même si à la place de 3 et on y a été, on peut comprendre qu'il y ait un petit Ouais. énervement, mais à la fois, encore une fois, c'était pas sûr qu'ils marquaient le penalty. Nous, on aurait pu marquer le nôtre ou on aurait pu le rater. Donc, bon, au final, j'aime pas dire que les erreurs s'équilibrent parce que elles ont plutôt tendance à s'additionner. Mais voilà, tu peux pas non plus dire qu'on t'a spécialement volé un certain nombre de Ouais, points voilà, c'est ça. comme Hum, nous, on peut le reprocher éventuellement sur des sur des matchs précédents. Mais ne revenons pas là-dessus. Terminons cette émission, messieurs, si vous le voulez bien. Fermons la page de ce Nice 3 qui a donc vu ce magnifique but de Kefren Turam. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé hein, de Kefren Turam, alors que c'est le principal acteur et artisan de cette victoire. Une super rentrée, un super but, c'est un super joueur, mais en même temps, ça fait des semaines et des mois qu'on vous le répète. Est-ce que vraiment on le découvre aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Mais il faut quand même souligner, et ce sera probablement, on l'espère, un des grands artisans de cette finale de Coupe de France qu'on espère il pourra y jouer faute de carton face aux Girondins de Bordeaux la semaine prochaine. Mais du coup, dernier point, c'est sur Justin Kluivert, une rencontre qui l'a traversé, on va dire, comme ça, un peu comme pas mal de ces dernières rencontres. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Justin Kluivert cette semaine, c'est l'actualité autour de lui et sa situation contractuelle. On vous rappelle qu'il est en prêt avec option d'achat à l'OGC Nice, une option d'achat aux alentours de 14-15 millions d'euros en provenance de l'AS Rome. Ce qui fait vraiment parler ces derniers temps, c'est les conditions pour que cette option d'achat devienne obligatoire. Donc voilà, je vous rappelle, de toute façon, même si ces conditions ne sont pas remplies, l'option d'achat demeure, l'OGC Nice peut décider ou non de l'activer. C'est par contre s'il y a jamais complétude de ces conditions-là, où l'OGC Nice n'aurait plus le choix que de recruter Justin Kluivert. Ces conditions, c'est supposément, on parle toujours forcément au conditionnel en fonction des informations que nous donne la presse. On n'est pas dans les petits secrets des dieux et on n'a pas le contrat sous les yeux non plus pour vérifier ça. Mais supposément un certain nombre de matchs joués, au moins la moitié des matchs de l'OGC Nice. Et pour l'instant, Justin Kluivert devrait encore jouer un match en championnat pour valider cette condition-là. Et une qualification européenne de l'OGC Nice au terme de la saison. Là où ça change un peu en fonction des sources, est-ce que c'est une qualification européenne? Est-ce que c'est une qualification en Ligue des Champions? Qualification européenne, on a de bons espoirs de l'avoir, la qualification en Ligue des Champions, sans que ce soit impossible, ça sera un peu plus compliqué. Donc là-dessus, on ne sait pas et on espère que rapidement, des sources fiables et proches du club, typiquement Nice Matin, l'équipe ou RMC, pourront nous en dire un peu plus. D'autant plus que c'est William Humbersey qui en parlait dans Gym Tonic, l'émission de Nice Matin. Ils ne sont vraiment pas sûrs du côté de Nice Matin que ces conditions soient vraiment réelles et vraiment applicables. Ouais. En Je fait, sais pas personne ne sait quoi. je sais pas quoi penser. Vas-y, Romain, vas-y. Hum. Bah, Alors, si vous de savez quoi pas quoi penser des conditions, parce qu'effectivement, on ne sait pas, comme je le disais, qu'est-ce que vous ouais, voilà. pensez, vous, si vous aviez la main pour activer ou non l'option d'achat de Justin Kluivert, tout simplement, est-ce que ça vous semble être un bon rapport qualité-prix, 15 millions d'euros par rapport à ce qu'il a montré, à la fois au niveau de ses statistiques, à la fois au niveau de son apport dans le jeu et au niveau de sa fiabilité physique? Alors, moi, je te dirais comme ça, non. Mais après, mais après, il y a quand même un petit mais. Aujourd'hui, de toute manière, bon, c'est un joueur, pour moi, hein, pour le talent qu'il peut avoir, parce qu'après ça reste quand même un jeune joueur, hein, mais pour le talent qu'il peut avoir, le prix du transfert n'est pas forcément élevé. Aujourd'hui, un offensif à moins de 15 millions, tu peux te frapper Stengs, quoi.
Non, je plaisante, je l'aime bien. Non, mais Stengs, que tu as payé 12 millions, tu fais bien de le rappeler, tu as payé 15 millions à Alexis Claude Maurice. Donc effectivement, voilà. Au niveau du prix du transfert, tu trouveras vraisemblablement pas d'ailier aussi confirmé à ce prix-là. Voilà. Et moi, là où je tique un peu, mais bon, après, c'est pas mon pognon, hein, mais c'est plus sur au niveau du salaire. Au niveau du salaire, bon, il a quand même un gros salaire. Et je pense pas que, malgré que Fournier, ça soit une pince ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il le divise par deux, quoi, son salaire. Donc, moi, c'est plus ça qui me fait un peu tiquer. Mais après, je me dis, putain, ce mec, pendant 2 mois, allez, on va être gentil, on va mettre 2 mois. Pendant 2 mois, quand même, c'était le seul joueur qui arrivait à nous faire lever de notre siège, quoi. Donc, par ses dribbles, par ses prises de balles, et ça, je me dis que, bah voilà, un joueur comme ça, je prends toujours l'exemple de Renato Sanchez au LOSC, sous Galtier. La première saison qu'il fait, elle est pas folle. C'est vraiment dents de scie, etc. Et c'est après où le joueur commence à s'affirmer et à être constant au niveau des prestations. Et j'ai toujours cet espoir avec Kluivert que ça fasse le même effet. Si on devait le garder, j'aimerais que voilà, la saison prochaine, il y ait plus de matchs comme il a pu faire au mois de janvier-février et qu'on voit vraiment son potentiel éclater parce que techniquement, le mec, il est pétri de talent, il est rapide, il est vif. Après, voilà, c'est pour 15 millions, pour moi, avec les moyens qu'on est censé quand même avoir et si on a une qualification européenne aussi, je trouve qu'on prend pas non plus un risque de dingue. C'est vraiment le salaire, ce serait le plus gros salaire du club. Ouais. Si on se base sur son salaire romain, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué voilà. Après à gérer au niveau de l'effectif. Voilà, moi c'est juste au niveau du salaire, parce qu'après au niveau du montant du transfert, pour moi, vu les qualités qu'il a quand même montrées de temps en temps, pour moi, il y a quand même on peut le garder et puis on peut se. C'est pas le plus gros risque que tu as pris ces dernières saisons sur ce secteur du jeu. Alric, qu'est-ce que tu penses de la situation de Justin Kluivert, même si encore une fois, on sait que il suffit qu'il claque 2 doublés avant la fin de saison et qu'il te rapporte un trophée et une qualification en Ligue des Champions, forcément le discours ne sera pas le même. Mais là qu'on commence à avoir 90% de la saison qui est faite, quel est ton avis et comment tu te projetterais si tu étais directeur sportif du gym avec Justin Kluivert? Moi, si j'étais directeur sportif d'un club de foot, ça se passerait pas très très bien parce que moi, je voudrais tous les joueurs de la planète. Au-delà de ça, mais j'adore Justin Kluivert, mais aussi parce qu'il porte un nom qui me rappelle beaucoup de choses quand j'étais enfant. Mais au-delà de ça, hier, dans Copéglon, on disait un truc qui m'a un peu choqué, mais qui, en réfléchissant bien, c'est plutôt logique. Justin Kluivert, il me fait penser un peu à un joueur, tu sais, qui est très fort, pétri de talent, mais qui est un joueur de coup d'éclat, qui va avoir sa période où il sera intouchable et qui retombera un petit peu, tu sais, pas dans l'anonymat, mais dans une période un peu morne. Et sa période de coup d'éclat, il l'a eu, comme disait Romain, pendant 2 mois où il était vraiment intouchable, il survolait les matchs, et il nous a gagné, il nous a levé notre siège, même moi qui suis tout le temps assis, c'est dire. Mais le truc, c'est que voilà, là, il est en train un peu de retomber. Donc ça peut créer le doute, c'est clair. Après, il y a un truc qu'on en parlait en off. À 15 millions, un joueur comme ça, si tu ne le gardes pas, il va falloir s'accrocher pour trouver un remplaçant équivalent, voire mieux. Et là, du coup, je suis sûr que tu n'en trouveras pas. Donc il est clair que si tu ne prends pas ce risque, alors oui, peut-être que le salaire pose un problème, mais je ne suis pas suffisamment calé pour dire c'est bien, c'est pas bien. Et on ne connaît pas les ambitions et la future masse salariale de l'OGC Nice en plus par rapport au plan de cet été. Hein, donc, Voilà, c'est clair. Par contre, il est clair que si tu ne lèves pas l'option d'achat en disant il n'a pas assez de stats, il se blesse trop, mais bon, quand même, il ne faut pas oublier qu'il a plein de talent. Moi, j'estimerais quand même que tu es un tout petit club parce que tu parles beaucoup d'ambition, tu parles beaucoup de bonnes choses dans le futur, mais tu ne mets jamais en application ce que tu aimerais avoir. Tu te mettrais une énorme pression en fait sur le choix du remplaçant parce qu'en fait tu jouerais un peu à qui tout double de dire ok, tu as décidé de faire la fine bouche pour Justin Kluivert, mais tu peux pas te permettre de faire un pari sur son successeur parce qu'il faut que tu aies un mec qui déjà au niveau des stats qui sont certes
correct, mais pas incroyable de Justin Kluivert. Faudra quand même faire mieux. Il faudrait que tu aies un joueur qui soit davantage fiable physiquement. Enfin, tu mets une grosse pression sur le remplaçant et tu te mets une grosse pression sur le choix, voilà, du remplaçant de toute façon à Justin Kluivert, parce que c'est en plus un joueur qui est extrêmement apprécié des supporters et des supportrices. Mais il y a ça, et puis surtout, moi je suis persuadé, alors peut-être que je suis extrêmement naïf, peut-être, mais je reste persuadé que si tu lui signes un contrat, on va dire de 3-4 ans, et que tu lui dis, bon maintenant, t'es avec nous, il n'y a plus de soucis à se faire, peut-être que le mec se préparera différemment, peut-être qu'il prendra plus le temps de gérer son physique, qu'il sera moins dans les coups d'éclat et plus dans la continuité, ça j'en suis quasiment persuadé. Donc alors que si tu lui dis, bon là, t'as été bof, alors bouge-toi sur les 2 derniers matchs, sinon on lève pas ton option d'achat. Ouais, c'est le meilleur moyen de le faire surjouer ou de. Ouais, c'est le meilleur moyen de le perdre, qu'il se braque et que là tu perds tout coup sur coup. Bon, on verra après si les conditions de l'option ou de l'obligation s'appliquent. Ça, c'est un peu la grosse inconnue, mais bon, en tout cas, on partage un peu tous le même avis. Romain, tu voulais, pardon, je t'ai coupé, mais tu voulais ajouter un dernier truc sur Justin Kluivert. Ouais, enfin en général. Et puis, s'il vous plaît, l'OGC Nice, un peu de continuité, quoi. Pour une fois, d'une saison à une autre, un peu de continuité. Voilà, c'est vrai qu'en fait, du coup, tu fais bien de le souligner. Et, promis, c'est la dernière fois de l'émission que je t'interromps, mais si jamais tu ne repars pas avec Justin Kluivert, en fait, t'es à nouveau au point de départ de la saison dernière, à devoir réécrire totalement tes 2 postes sur les côtés. Tu repars d'une page blanche. Alors oui, t'auras des mecs comme Stengs et comme Brahimi dans l'effectif, mais tu repartiras avec besoin de recruter 2 titulaires. Mais Sky, imagine Gouiri s'en va, c'est pas 2 titulaires qu'il faut, c'est 4. Et Dolberg, probablement aussi, du coup. Mais en fait, parce qu'après, tu oublies aussi les 2 latéraux de derrière. Enfin, parce que à droite, il faudra recruter quelqu'un, et à gauche Amavi aussi. risque de partir, Attal également. Oui, donc en fait, si tu ne gardes pas Kluivert, en fait, tu as 7 joueurs à recruter déjà, quoi. Donc putain, si au moins, voilà, Kluivert, ça y est, c'est fait, 15 millions, faut le garder. Et comme ça, tu gardes, allez, on va dire, un petit espoir de garder Gouiri. Delors, bon, il va rester, c'est sûr. Mais avec au moins, voilà, tu gardes ces 3, plus le milieu de terrain, d'après moi, ça va pas trop bouger. Bon, bah voilà, au moins, tu as une petite assise, la charnière, elle va pas bouger. Bon, mais putain, si tu commences à encore changer pour reprendre des ailiers, patati patata, putain, en fait, t'as jamais de continuité dans ce club. En fait, tu fais à chaque fois un recrutement, un mercato pour pallier toutes tes erreurs de la saison d'avant, et c'est la fuite, c'est la fuite en avant, quoi, effectivement. Donc, pour moi, misons sur la continuité. C'est un excellent argument qui, est vrai, n'a pas beaucoup été apporté dans ce débat. Alric, le mot de la fin. Non, je suis tout à fait d'accord avec Romain. Un mercato par saison complet, c'est impossible à faire quand tu as de l'ambition, enfin quand tu prétends en avoir. Et si tu ne mets pas tout ce qu'il faut, tous les éléments dans la bonne recette, tu feras jamais le bon gâteau. C'était une petite métaphore. Mais voilà, il faut qu'il y ait de la continuité, comme disait Romain, et qu'on se sorte un peu les dos du cul si on a réellement de l'ambition comme on le prétend. Ok, donc effectivement, on verra ce qui se décidera, comme je le disais, option, obligation, ça c'est un peu les mystères aussi contractuels que nous, communs des mortels, n'avons pas forcément. Mais bon, pareil, la décision devrait être rapidement prise. Hein. De toute façon, dans un mois, on aura la réponse au plus tard, et ça dépendra aussi peut-être des dernières performances de Justin Kluivert. En tout cas, la rumeur qui avait été lancée par Il Romanista, comme quoi l'OGC Nice ne ferait plus jouer Justin Kluivert pour éviter d'arriver à ce nombre de matchs joués. Ça serait surprenant parce que là, il lui reste plus qu'un match à jouer. Est-ce qu'on s'en priverait là jusqu'à la fin de la saison maintenant? Enfin bon, ça serait assez surprenant. Ça, de ce côté-là, on pourra rapidement avoir une réponse le week-end prochain face à Bordeaux. Un petit pronostic peut-être, messieurs, pour terminer. Je pense qu'on peut pas pronostiquer autre chose qu'une victoire. C'est peut-être même l'occasion de faire un petit coup d'éclat pour vraiment se mettre en confiance avant cette finale face à Nantes. Un petit 2 ou 3-0 peut-être. 4-0. Ah ouais. 4-0 comme match. Romain. Non, moi je vais dire 2-1, un peu dans la douleur. Mais par contre, voilà, juste pour finir, moi j'ai une théorie sur tout ça. On a une chatte qui est quand même inconsidérable. C'est impressionnant d'en être là encore, d'en être là où on en est par rapport à la série qu'on est en train de faire. Et vous allez voir ce que je vous dis. Avec une chatte comme ça,
on va gagner contre Bordeaux. Bon, pour moi, ça, c'est une certitude. Et ensuite, donc, il y a la Coupe de France, donc je croise les doigts pour qu'on la gagne. Mais vous verrez qu'on sera dans les 4 premiers à la fin du championnat, malgré la saison dégueulasse qu'on a pu faire. Je pense que cette finale de Coupe de France, si on arrive à la gagner, ça va nous, je pense que ça va lâcher un peu les chevaux de certains joueurs et on va retrouver un semblant d'équipe. Mais pour moi, en tout cas, je pense que avec la chatte qu'on a eue depuis le début de la saison, ça va continuer et on sera dans les 4, voire dans les 3 premiers à la fin du championnat. On Je, espère en tout cas parce que voilà, je trouve un peu dur sur quand tu dis la saison dégueulasse qu'on est en train de faire pendant une période très difficile. Non, non, pardon, ouais, non, non, dans la qualité de jeu qu'on propose, pour moi, la deuxième partie de saison est dégueulasse. La première partie, c'est vrai, je suis méchant et j'ai oublié, mais faut pas oublier ce qui a été fait. Donc, non, c'est vrai, je reprends mes propos. Par rapport à la deuxième partie de saison dégueulasse qu'on est en train de faire et la série aussi dégueulasse qu'on est en train de faire, on reste quand même au contact du au podium, pied, c'est voilà. mm, mm. Et je pense que avec toute la chance qu'on a eue depuis la deuxième partie de saison. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'on va le faire. Et voilà, même s'il y en a beaucoup qui veulent pas nous voir là où on est, mais on y sera. Et ça, pour moi, j'en suis persuadé. Et ça va se jouer sur les tout prochains matchs. Déjà, ne serait-ce que les 2 prochains. Je pense que 2 victoires sur les 2 prochains matchs. Et comme tu dis, tu as une fin de saison sur lesquelles tout sera permis. En tout cas, on Hmm. reviendra là-dessus assez rapidement. On vous rappelle le concours proposé par Romain sur notre compte Avantinissa pour gagner 2 places pour la finale le 7 mai au Stade de France face au FC Nantes. Moi, de mon côté, sur mon compte perso, Pantalon Blanc, je vous offre, en partenariat avec OneFootball, l'écharpe et le maillot de la finale Nissa Finala. N'hésitez pas à jouer, du coup, si vous n'êtes pas encore fin prêt et équipé pour monter à Paris dans une dizaine de jours. Messieurs, ça arrive déjà quand même extrêmement vite. Mais on reviendra d'ici là encore pour une émission. Le débrief face à Bordeaux, très probablement lundi ou mardi prochain, après ce match dimanche du 1er mai. Merci de m'avoir accompagné, messieurs. Et puis, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Et Issa Nissa. Bisous à tous.